Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Ce 11 août 1960, le Tchad, puis création de la colonisation européenne, résultante des négociations entre Français, Anglais et Allemands dans les années 1880, accède à son tour à l'indépendance. Il est le 4e État qui, au cours de ce mois, dans le marathon organisé par le général de Gaulle, se voit accorder sa souveraineté internationale sans lutte armée, presque sur un plateau. Ce 11 août 1960, c'est tout le pays qui est au rendez-vous dans la capitale, Fort-Lamy, pour la mémorable cérémonie. Le jeune État, aux portes du désert du Sahara, doit être élever la première armée de la France libre par le gouverneur Félix Éboué, entre dans cette ère de liberté, avec à sa tête un certain François Ngarta Tombalbaye. La moitié nord du pays reste pourtant sous le contrôle de l'armée française. Elle le sera jusqu'en 1965, l'année où va démarrer une longue et tragique guerre dans ce territoire, considéré comme le berceau de l'humanité. 60 ans après, au-delà du changement de nom de la capitale qui est passée de Fort-Lamy à N'Djamena, quel bilan peut-on dresser de ces années d'indépendance? Qu'ont donc fait les héritiers de Toumaï, l'une des premières espèces de la lignée humaine de cette liberté? Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat africain spécial 60 ans d'indépendance qui est aujourd'hui à N'Djamena. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, maître Nomaï Clarisse, avocate au barreau du Tchad. Bonjour, maître Nomaï Clarisse. Bonjour, Alain. Second invité de ce plateau, Ali Abderrahmane Agar, ancien conseiller du président Idriss Déby Itno, ancien secrétaire général à la présidence, ancien recteur de l'université de N'Djamena. Il est le promoteur de l'université HEC Tchad. Mais Ali Abderrahmane Agar est d'abord et surtout un enseignant et un écrivain. Bonjour Ali Abderrahmane Agar. Bonjour Alain Foucault. Notre troisième invité est également un Abderrahmane, Abderrahmane Ali Gossoumian, est le coordonnateur national du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation, un regroupement d'associations de défense des droits de l'homme et des syndicats au Tchad. Bonjour Abderrahmane Ali Gossoumian. Bonjour Alain et merci. Notre quatrième hôte sur ce plateau est un confrère dont la voix compte ici, l'Aljim Narcisse Benadji, journaliste. Bonjour l'Aljim. Bonjour monsieur Alain Foucault. Alors, 60 ans d'indépendance déjà. On écoute dans une certaine jeunesse aujourd'hui, à travers le continent, la question de savoir est-ce que c'était vraiment une indépendance? Ali Agar, peut-on dire que cette indépendance était réelle ou était-elle factice? Il y a un semblant d'indépendance convenu entre l'ancien maître et les peuples africains, convenu et presque imposé parce que les pays africains devaient peser lourd dans le trésor français. Et vous êtes sans ignorer que quelquefois on libère son esclave lorsqu'on ne peut pas le nourrir. Mais on aurait aimé, comme les Mozambicains, comme les Angolais, comme les Algériens, comme les Sud-Africains, la conquérir cette indépendance-là sur une autre forme de lutte. Même si honnêtement, qu'elle soit violente ou pas, une indépendance c'est une indépendance, mais on l'aurait voulu autrement que celle que nous avons aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on a donné l'indépendance, mais sans vraiment lâcher l'essentiel de ce qui constituait la richesse des pays? C'était effectivement une indépendance politique, des drapeaux, des hymnes, des frontières, des constitutions plaquées sur celles de la France. Peu de choses ont été faites et elles le sont encore moins maintenant, parce que 60 ans après, on est en train de se demander si on est vraiment indépendant. Moi, je crois que le départ n'a pas été bien pris. Et d'ailleurs, René Dumont l'a si bien dit, elle est mal partie l'Afrique. C'est la deuxième capitale francophone où j'entends ça, où j'entends citer René Dumont qui parlait de l'Afrique qui était mal partie. Mais 60 ans se sont écoulés. On a envie de dire, c'est pas maintenant que l'on le constate, ça veut dire qu'en 60 ans, on n'a pas pu se libérer, maître? Pour vous, comment expliquer que 60 ans après, on en soit encore assez lamenté en disant ils nous ont pas vraiment donné la liberté, on n'est toujours pas indépendant, maître Nomaï? Mais parce que pour moi, 60 ans, l'indépendance, c'était une indépendance sur papier. Ce n'était pas une indépendance acquise. On nous a offert cette indépendance-là. Quand on reçoit gratuitement quelque chose, parfois c'est un cadeau empoisonné. Notre maître, à l'époque, voulait se débarrasser de nous, ou bien voulait nous offrir quelque chose, mais quelque chose qui n'allait pas dans l'intérêt du Mais quand peuple on en prend tchadien. conscience, pourquoi ne pas se libérer alors vraiment? Qu'est-ce qui nous empêche, dans ce cas, de devenir véritablement libre?
Ben, est-ce que ce n'est pas parce que nos gouvernants sont toujours liés à la France? Est-ce que ce n'est pas parce que toutes les décisions viennent de la France? Est-ce que ce n'est pas parce que quelque part on nous dicte toujours quelque chose que l'on doit faire? Et jusque-là, je crois que peut-être que le Tchadien n'a pas encore conscience que la liberté, ça s'acquiert. Il faut se battre pour l'obtenir. Contre qui faut-il se battre aujourd'hui pour la conquérir, cette liberté? D'abord contre soi-même, parce qu'il faudrait d'abord être indépendant dans la tête. Je crois que jusque-là, nous ne sommes pas indépendants dans la tête. Prenez par exemple le Tchadien, lorsqu'il veut réaliser un projet, il va écrire le projet en bonne et due forme, et il va demander le financement à l'Occident, au lieu de demander le financement par exemple à ses frères tchadiens. Donc quelque part, on pense toujours que notre salut, notre avenir ou bien, je ne sais pas, notre survie dépend de ceux qui sont à l'Occident ou bien quelque part, pas forcément de nos concitoyens. Donc c'est d'abord encore une colonisation mentale à laquelle on assiste, M. Leldjim. C'est une indépendance inachevée. Inachevée parce que la France a accordé, c'est vrai, c'est une promesse qui a été faite par le général de Gaulle. Pour vous, le général de Gaulle a octroyé une indépendance factice, mais on se dit, 60 ans se sont écoulés, les gens sont conscients que c'était une indépendance factice. Pourquoi continuer de penser qu'on nous tient par quelque chose? On nous tient parce que on voit encore la France continue à maintenir ses bases militaires en Afrique. La France continue encore à boucler les budgets des États qui sont sous sa coupe. Les bases militaires américaines, il y en a en Allemagne. Ça ne fait pas que l'Allemagne soit colonisée. Ah, mais ce n'est pas de cette manière, parce que la France s'ingère dans les affaires intérieures. Je vous rappelle pour la petite histoire, le coup d'État qui a eu lieu le 18 février 1964. Mais les Français ont quitté leur base au Sénégal pour intervenir, pour ramener le président Liomba qui a été... Ah oui, là vous parlez du Gabon. Voilà, c'est un exemple que je donne tout simplement pour vous dire que la France est toujours faiseuse de roi, encore dans l'espace francophone. Est-ce que ce n'est pas aussi une facilité, M. Agar, de toujours voir le mal là-bas? Est-ce que les Africains ont vraiment envie de se libérer? Vous qui êtes enseignant. Sommes-nous prêts à accepter la liberté et l'indépendance en nous-mêmes, dans la tête? C'est là la principale question. Et je sais que les nouvelles générations, il y a un déclic qui s'est opéré. Et je pense que le futur ne sera pas le même. Déjà, les réflexions commencent sur le plan économique, sur le plan financier. Il y a même des pays qui ont quitté une certaine forme de réflexion. Je vais citer le Rwanda avec l'anglais. La liberté... Mais certains vous diront que ce n'est pas parce qu'on a quitté le français pour parler l'anglais qu'on s'est libéré et que l'anglais n'est pas une langue africaine. Mais on réfléchit mieux, j'ai l'impression, parce que... C'est un point de vue. Oui. C'est un point de vue. Voilà. Le résultat est là pour donner un peu de sens à ce choix. Même si moi, je suis un francophone, je réfléchis en français, je rêve en français, j'écris en français, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais changer. Et ce n'est pas la langue en tant que telle qui détermine l'état de la personne, mais c'est surtout son mental. Certains ont dit, OK, ils nous ont imposé un modèle. Ils nous ont imposé le modèle qui était celui de la démocratie et que peut-être qu'elle n'est pas adaptée à notre environnement. Pensez-vous qu'en 90, en imposant la démocratie telle qu'on l'a fait, c'était le moment d'adopter un autre modèle plutôt que celui-là, Maître Noailles Clarisse? Non, c'est un peu comme le vent de l'indépendance. Il y avait un vent qui avait soufflé. Et donc, les dictatures disparaissaient. Et donc, on est encore venu imposer la démocratie. Donc, c'est la démocratie française, à l'occidentale, qu'on a imposée. Et je ne crois pas qu'on a demandé aux Tchadiens, par exemple, en 90, quelle est la forme de gouvernance que vous souhaitez avoir? Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de demander aux Tchadiens, est-ce qu'ils ne pouvaient pas fabriquer le leur? Parce qu'on n'est pas les seuls qui aient été colonisés. En Asie aussi, il y a des États qui étaient colonisés, qui ont choisi leur modèle. Nous ne sommes pas indépendants dans la tête. Il appartient aux Tchadiens d'imposer maintenant aux autres leur modèle de gouvernance. Par exemple, à l'époque, comme vous l'avez dit, en 90, si on nous a imposé la démocratie à l'occidental, on aurait pu dire non. Mais je crois que nous n'étions pas encore prêts. Il faudrait que l'on se rende compte que on doit choisir le modèle qui nous convient, pas forcément suivre les autres. On ne voit pas beaucoup les intellectuels, Ali Gossoumian, évoquer un autre modèle. Le 11 août 1960 est une date historique emblématique dans l'histoire du Tchad qui marque la rupture avec la tutelle de la puissance colonisatrice. Les Tchadiens ont décidé en effet de prendre en main le destin de leur pays. Même si ce n'est pas les Tchadiens qui l'ont décidé, on oui, leur a donné. Et évidemment, et aujourd'hui, parler des bilans de 60 années d'indépendance revient à dire, pour ma part, évaluer
le parcours fait par les Tchadiens eux-mêmes. Même si je suis d'accord que l'influence française existe toujours et continue à marquer la vie politique au Tchad, les Tchadiens ont décidé de prendre leur destin en main et donc ils ont assumé cette rupture-là. Permettez-nous aujourd'hui de faire le débat entre nous Tchadiens, de dire qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Qu'est-ce qui a marché, que de vouloir... Alors commençons par qu'est-ce qui a marché puisqu'on était là-dedans. Sur les 60 années d'indépendance, 45 ont été passées dans la guerre. Les Tchadiens n'ont pas pu mettre en place un État dans lequel chacun pourrait s'investir pour le développement. Et très vite, on a vu des coups d'État passer, très vite, on a vu une personnalisation du pouvoir, très vite, on a vu une sorte de démocrature, parce que parler de la démocratie, au Tchad, c'est un problème, une sorte de démocrature où on voit plutôt une politique partisane. Le plus grand échec que nous avons connu, c'est au niveau de l'éducation. Juste après l'indépendance, le président Tombalbaye avait intégré 2 concepts pédagogiques importants, la tchadisation et de la ruralisation. Pour lui, c'est des concepts qui pouvaient assumer la rupture avec les idées pédagogiques venues de l'Occident. Mais très vite, on a vu que cela n'a pas marché. Et par la suite, les régimes qui se sont succédés, à partir des années 70, on a vu une politique d'emploi d'enseignants qui a fait qu'on avait recruté beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances ou une orientation pédagogique dans le domaine de l'éducation. Vous dites, dans l'histoire des 60 ans, 45 ont été consacrés à la guerre, où on ne pouvait quasiment rien construire. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, on en paye le prix. Est-ce qu'on a soldé les questions qui ont suscité la guerre, qui ont entraîné la guerre, cette division qu'il y avait entre les 2 régions du pays? Je ne pense pas, quand le pays a cédé à l'indépendance le 11 août 1960, de 59 à 62, c'était la lune de miel. C'était une entente cordiale nationale, parce que Tombalbaye avait bénéficié de l'appui de tous les élites du pays. Le 19 janvier 62, il a décidé de dissoudre les partis et laisser le PPT-RDA, le Parti progressiste tchadien, section locale du Rassemblement démocratique africain. Ça a suscité déjà des réactions négatives au sein de l'élite du nord du pays. Et ensuite, le 16 septembre 63, il y avait eu une violente manifestation, violemment réprimée. Rapidement, les cadres... On est tombé dans la guerre, parce qu'on peut pas faire On est tombé dans la guerre, voilà. Effectivement. Et le 22 juin 66, le Frolina a été créé parce que... libération nationale. Voilà, parce que Tombalbaye a instauré un régime dictatorial, un régime personnel. Donc, il a fait beaucoup de mécontents. C'est comme ça que les autres ont décidé de créer un mouvement pour rétablir la justice. C'est partir de là. Ensuite, il est retombé dans le retour aux sources en copiant chez son ami Mobutu Sese Seko, ce qu'on appelle le retour aux sources. Il faut... L'équivalent de ce qu'on appelait l'authenticité. L'authenticité, exactement. Et qui ici s'appelait la tchaditude. Exactement ça, voilà. Donc aujourd'hui, cette division-là continue. Ceux qui l'ont succédé, au lieu de travailler pour unir les Tchadiens, le problème de tribalisme, de communautarisme, a encore de beaux jours devant lui. Vous pensez qu'on n'a pas fini avec la guerre entre les régions dans ce pays alors? On n'a pas fini. Donc il y a encore des risques que l'on se retrouve dans la situation des années 80 où on se déchirait. Ben là, il faut maintenant revoir la gouvernance. Puisque la gouvernance est catastrophique et nombriliste, il faut se départir aussi de certaines pratiques comme le clientélisme, le népotisme, la corruption, etc. Il faut... Mais on entend souvent le président Idriss Déby Itno parler de corruption en disant Tchadien, arrêtez la corruption. Il cite tous les corps de métier pour demander la fin de la corruption. Ça ne marche pas? Mais quand le président dit ça, c'est un aveu d'impuissance. Parce qu'il a tous les leviers du pouvoir entre ses mains. À l'époque de Hissène Habré, il y a quand même ce qu'on appelle le ministère délégué à la présidence de la République, chargé de l'inspection générale et contrôle d'État, qui frappait, qui ne faisait pas dans la dentelle avec les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus forts que l'État dans ce pays. Vraiment? Pourtant, on a l'impression que c'est un pouvoir fort, voire autocratique à un moment donné sur ces questions-là. Mais c'est que l'autorité de l'État est respectée. C'est que les fonctionnaires sont moralisés. Si vous prenez 1 franc dans la caisse de l'État, on vous coupe la tête. Mais aujourd'hui, des individus, au nom de quoi ils pillent les ressources du pays, ils mettent en coupe régler l'économie nationale, sans être inquiétés.
C'est ça l'impunité. Alors, parlons un peu économie, puisque c'est ce qui a le plus péché dans la plupart de ces pays francophones d'Afrique. On a montré le Tchad comme un pays qui, à un moment donné, était exsangue, n'avait pas de ressources, et est arrivé le pétrole. Et on a cru que ça allait changer le pays, mais on a l'impression que rien n'a bougé, Maître Nomaï. Si vous étiez ici à N'Djamena en 1995, c'était différent. En 2020, c'est différent parce qu'il y a des voies, on a des bétons, des champs. Moi, j'appelle ça des bétons. D'accord. Et en fait, de prime abord, on va dire que bon, ça a changé. Donc, En tout cas, physiquement, quand on regarde, ça a changé. Ça a changé par rapport à ces années dont vous parlez. Donc voilà, c'est ça l'objectif. On voudrait vous donner l'impression que ça a changé à cause du pétrole. Descendez au niveau du bas peuple et demandez-leur quels sont les impacts de la manne pétrolière dans votre vie quotidienne. Et vous aurez la réponse. Rien n'a changé. Au contraire, les personnes qui travaillaient dans le secteur pétrolier, par exemple, sont dans la précarité aujourd'hui parce que la plupart tombaient dans le chômage. Lorsque le baril a... de la chute des cours du pétrole. Cela veut dire qu'on n'a pas utilisé les ressources pétrolières pour bâtir notre économie. Si par exemple, on avait utilisé les ressources pétrolières pour créer d'autres entreprises, investir, pour pouvoir pérenniser les richesses de ce pays, je crois qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous retrouver avec 80% de la population encore dans une certaine précarité. C'est pour dire simplement que les ressources pétrolières ont été très très mal gérées. Ali Agar, vous étiez aux affaires. J'étais vraiment proche du chef. Que répondez-vous à cela? Avant l'exploitation du pétrole. Donc vous êtes arrivé après l'exploitation du pétrole? Moi, j'étais conseiller et secrétaire général avant que le pétrole ne soit exploité, mais ce n'est pas une excuse. Je demeure membre de sa mouvance. Et j'ai dit honnêtement qu'on aurait dû mieux faire. La pauvreté s'est creusée avec l'espoir qu'a suscité le pétrole. On aurait dû gérer autrement la manne. Mais je ne suis pas dans le genre pessimiste. Je sais qu'il y a quand même un petit nombre de changements. Il y a un peu plus d'écoles, il y a un peu plus de centres de santé, il y a un peu plus d'accès à certains services publics, même si honnêtement, il y a plutôt un autre sujet qui m'inquiète moi, c'est le démantèlement de l'unité nationale. Et c'est là où, en tant que membre de la mouvance du chef de l'État, en tant qu'enseignant, je pense qu'il faut réussir à créer les conditions pour que l'incertitude ne soit pas la chose la mieux partagée. Il faudrait que le président s'engage dans la création de conditions pour que les alternances soient apaisées. Vous pensez au fait qu'il faut renouveler la classe politique Il faut renouveler la classe politique. Il faut penser à un dauphinat intelligent. Il faut créer les conditions pour que les dévolutions politiques du pouvoir soient pacifiques. En Afrique centrale, nous sommes les champions de la bêtise. C'est pas moi qui vais vous démentir. Voilà. Et il faudrait peut-être imiter ce qui est imitable. Et là, de ce point de vue, un pays comme le Sénégal est imitable. On aurait aimé voir ça au Tchad avec un peu plus de certitude. Et aujourd'hui, les Tchadiens sont inquiets parce qu'il n'y a que Dieu et le président. Et ça ne doit pas être le propre d'une société humaine. Mais vous qui avez travaillé auprès de lui, parce qu'on vous a, et on a envie de comprendre, vous ne le lui faites pas remarquer à un moment donné que peut-être qu'il faut ce dauphinat? Je lui ai toujours dit, et je continue de le dire, je l'ai écrit, parce que moi je pense que être un vrai ami, c'est pouvoir dire la vérité. Et il y a des gens qui choisissent le présent et qui hypothèquent l'avenir. Il faudrait qu'on soit capable de démentir les pronostics des chercheurs qui voudraient voir toujours le Tchad dans son rôle habituel. La guerre. Sudistes contre nordistes, musulmans contre chrétiens, etc., etc. Confirmer que celui qui est en boubou est un musulman, que celui qui est en pantalon... Non, je crois que le président doit faire un très grand effort et les hommes politiques qui sont autour de lui doivent l'aider pour que l'avenir des gens comme Maître Clarisse ne soit pas hypothéqué et pour que le Tchad ne soit pas tout le temps en train de revenir à 60, 63, 75, 80, etc. Non. La préparation d'une alternance pacifique, apaisée, civilisée rendrait un peu plus de crédit à un certain nombre de choses. Il faut pas s'enfermer dans la monotonie.
C'est malheureusement une des maladies de l'Afrique centrale, comme vous le mentionniez tantôt. Est-ce que dans un pays, on ne s'est pas trop appuyé sur le pétrole? On n'a pas diversifié l'économie et c'est de cela qu'on souffre aujourd'hui. C'est le vrai problème de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale n'est pas émancipée comme l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est clair. On est à la traîne. Donc il fallait diversifier. Les deux mamelles de l'économie nationale, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc on aurait dû, avec l'argent engrangé, investir dans le monde rural. On n'a pas fait. On a compté uniquement sur les ressources pétrolières. Mais lorsque le prix du baril a chuté au niveau du marché international, mais c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Alors, l'un des soucis ici, c'est le souci sécuritaire. Avec à notre porte ici à côté, Boko Haram, qui traverse du Nigeria et qui fait beaucoup de morts. Il y a quelques jours encore, une dizaine de civils ont été assassinés par Boko Haram. Déjà, comment vous vivez cette présence de Boko Haram et comment vous l'expliquez? En 2015, les Tchadiens ont vécu cela à N'Djamena, au cœur de N'Djamena. Boko Haram a attaqué et cela nous a créé une peur réelle. Et ce qui justifie d'ailleurs, quand on parle tout à l'heure de la gestion des fonds du pétrole, c'est ce qui justifie le choix fait par le gouvernement d'utiliser une grande partie des ressources pétrolières dans la sécurité, dans l'achat des armes pour mieux protéger le pays. Et on a constaté que cela, finalement, n'a pas permis des investissements dans d'autres secteurs comme le secteur d'agriculture. L'argent utilisé pour acheter les armes n'était pas utilisé pour promouvoir le développement. Tout à fait. Tout à fait. On aurait dû faire une gestion rationnelle en disant qu'on peut mettre une partie pour acheter des armes, pour se protéger. Tous les pays du monde le font, ce n'est pas la panacée du Tchad. Mais en même temps, on doit aussi investir dans les secteurs essentiels comme l'agriculture et l'élevage pour diversifier l'économie. C'est ce qui n'a pas été fait. Et quand tout à l'heure, M. Ali Abderrahmane Agar disait qu'il conseillait au président, combien de Tchadiens le font? Parce qu'à un certain moment, c'est la responsabilité aussi des élites tchadiennes qui n'ont pas su poser un certain nombre de problèmes sur la table et discuter avec le président en lui disant que nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là, mais que nous pouvons aussi consacrer les ressources pour que nous puissions préparer l'avenir. Ça n'a pas été fait et je crois que la classe politique tchadienne, de manière générale, assume une grande responsabilité dans la situation que nous vivons actuellement. Parce qu'elle n'est pas courageuse pour dire les choses. Tout à fait. Elle n'est pas courageuse pour engager de vrais débats. D'où la situation actuellement des conflits entre les communautés qui persistent et qui constituent également une menace plus importante que Boko Haram. Pour vous, la menace de lutte entre les communautés est plus dangereuse que Boko Haram? Tout à fait. Que Boko Haram, le Tchad est complètement aujourd'hui sous tension. Partout dans les provinces, on rencontre des conflits entre des groupes d'agriculteurs et des groupes d'éleveurs, entre des communautés tchadiennes, ce qu'on n'avait pas vu il y a quelques années. Aujourd'hui, on le voit et cela nous inquiète plus que la présence de Boko Haram aux portes de notre pays. Mais que faut-il faire immédiatement pour ça, l'Aljim? Là aussi, ça remet en cause l'autorité de l'État. Et non seulement ça, mais il y a eu une nouvelle race d'éleveurs qui crée des problèmes. Avant, l'éleveur et l'agriculteur pratiquaient ce qu'on appelle le troc. C'est des gens qui vivaient en symbiose, en harmonie. Quand il y a un problème, c'est sous l'arbre à palabre qu'on trouve une solution. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas parce que nous avons un certain nombre de responsables militaires qui se sont transformés en éleveurs. Et ils sont armés, les éleveurs contre les agriculteurs. Voilà le vrai problème. Et ces gens-là n'aident pas le président de la République. C'est que le président leur confie la responsabilité de gérer les unités administratives, ne lui rendent pas service, puisque eux-mêmes, c'est des éleveurs. Donc, c'est eux qui mettent des armes à la disposition des éleveurs. Nos conflits intercommunautaires ne sont pas plus dangereux que Boko Haram, parce que Boko Haram, c'est une nébuleuse internationale qui vise le démantèlement des espaces harmonieux. Elle échappe un peu à la logique. Peut-être que Boko Haram peut profiter de ces conflits-là. Et comme tous les virus, rentrer dans le corps le plus fragile. Les conflits intercommunautaires sont, et vous travaillez dessus, sont un problème sérieux. Mais c'est des conflits souvent nourris, carburés à partir d'un N'Djamena. Ça fait un fonds de commerce facile pour les hommes politiques. Ça, vous le savez, les éleveurs ont un général, les agriculteurs ont un ministre, un intellectuel aussi qui gribouille quelque chose pour eux, etc. etc. On l'a vu au Rwanda, au Burundi, on le verra au Tchad, ça est là chez les Tchétchènes, etc.
Maintenant, comment faire? Parce que c'est ça la question. Comment faire? Et c'est là où la société civile a un rôle très important. D'abord, dénoncer ceux qui sont en train de faire commerce de ces particularismes et qui finalement les nourrissent. C'est vrai, les hommes politiques en Afrique ont souvent tendance à n'écouter que ceux qui font trop de bruit. Et malheureusement, ceux qui font trop de bruit font aussi beaucoup de déflagration. Vous êtes tranquille dans votre coin, journaliste, intellectuel, enseignant, personne ne vous écoute. Vous faites du bruit, vous rassemblez vos parents, vous dites nous sommes forts, nous sommes éternels, nous sommes invincibles. Très rapidement, on vous invite à la table et puis, etc. La deuxième remarque que je voudrais faire, par respect aux hommes politiques tchadiens, c'est qu'il y a quand même des gens qui se battent à la régulière et grâce auxquels quand même le pluralisme, la démocratie, la liberté, même si vous l'appelez démocrature, la liberté, etc., est en train d'avancer. Je ne citerai pas quelqu'un pour ne pas trop faire sa publicité, mais il y a quand même des gens qui se battent et le président le sait, d'ailleurs il l'empêche de dormir. C'est ça qu'il va falloir. À qui on aimerait bien le savoir. Ils sont nombreux. Donnez-nous deux noms, question que les autres sachent de qui il s'agit. J'ai un faible pour quelqu'un d'assez vieux qui fait du travail excellent dans l'Assemblée, Saleh Kebzabo. Saleh Kebzabo. Et dans les jeunes, il y a quelqu'un qui fait aussi un peu du bruit, qui parle, pour lequel il faut un peu plus d'attention. Il faut revenir à des normes au point où reprendre la Constitution et faire en sorte que les jeunes puissent se présenter candidats. Puisqu'aujourd'hui, on est passé de 40 à 45 ans pour être candidat à la présidentielle. Ce n'est pas normal. Macron ne serait pas candidat. Macron ne serait pas candidat, etc. Moi, je pense que le zèle a un peu dévancé le bon sens. Il y a 60% de jeunes au Tchad qui ont moins de 30 ans. Il va falloir revenir sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, le président l'a promis lors du forum qu'il va organiser tous les 2 ans un forum. J'espère que la sagesse va prévaloir pour que les choses se fassent normalement. Absolument. Voilà. Alors, pendant les 60 ans, soyons un peu optimistes. Qu'est-ce qui a marché dans un pays? Beaucoup de personnes sont allées à l'école. Et en tant que femme, j'ai aussi constaté qu'il y a assez de femmes qui sont allées à l'école. Il y en a qui ont aussi embrassé certaines carrières. Par exemple, je vois des femmes mécaniciennes, je vois des femmes maçons, je vois des femmes, je ne dirais pas avocates, je vois plein de femmes médecins. Avocates. Voilà. Et on peut dire positivement qu'il y a eu, beaucoup de gens sont allés à l'école, beaucoup de gens se sont éduqués. Maintenant, bon, on va discuter de la qualité de cette éducation ou pas. Alors, parlons justement de l'éducation. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à un autre modèle éducatif? Je vais vous décevoir. Moi, j'appartiens à cette génération qui pense que l'ancien système éducatif n'était pas mauvais. On savait lire à partir du CEP2, écrire à partir du CE2, réfléchir à partir du CM2. Et puis, on a banque mondialisé l'éducation avec la massification qui est... 1980. Et on a un résultat. Nous avons une massification, beaucoup de diplômés, mais peu de qualifiés. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer de la scolarisation à l'apprentissage. L'ancien système n'était pas aussi mauvais que ça, c'est vrai, ça faisait beaucoup de bureaucrates, mais ça fait aussi des bons ingénieurs, ça fait des bons éleveurs, ça fait des bons médecins. La preuve, c'est que moi, je suis vivant, parce que quand moi, j'étais en 3e dans les années 70, on mourait à 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, c'est que quelque chose s'est passé. Voilà. La moyenne d'âge a quand même... La moyenne d'âge est passée du simple au double. Je peux aller à Béché en 8 heures de temps maintenant. Il y a des routes. Il y a des routes. Il y a des routes. Il y a quelques années, excusez-moi, en 72, quand je passais mes vacances à Fort-Lamy, on a fait 1 mois pour venir à N'Djamena. Et il va peut-être falloir être capable de regarder le verre à moitié plein pour pouvoir remplir l'autre moitié. Sinon, on va rester tout le temps dans le supplice de Tantale, en train de remplir des tonneaux qui ne vont jamais se remplir. Maintenant, l'éducation, il faudrait que l'État investisse d'abord dans l'homme. Parce qu'on peut construire beaucoup de choses, tout ça c'est bon. Mais il faut construire l'homme. Et je me rappelle, excusez-moi M. Alain de vous le dire, en visite en Chine en 1997, j'ai eu la chance d'accompagner le chef de l'État. Il a demandé au président chinois comment vous avez fait pour arriver à tout ça. Il lui a répondu dans le style chinois, laconiquement, école. Il faut investir dans l'école. Construire les hommes avant... les infrastructures. Malheureusement, avec beaucoup d'argent, on a tendance, bon, c'est vrai, les BTP rapportent beaucoup d'argent. On a préféré construire des ponts, des viaducs, etc. Et on a un peu, et ça je parle en ancien recteur d'université,
on n'a pas donné tous les moyens à l'éducation. Et là, nous avons aujourd'hui une situation qui est là. On aurait pu l'avoir autrement. Donc, l'école, c'est la priorité à tous les niveaux, au niveau des investissements, même les guerres. Mais il y a quand même un peu plus d'écoles que par le passé. Je veux dire, lorsque l'on regarde dans le maillage dans le pays, il y a plus d'écoles qu'en 1960. Il y a un bon nombre d'infrastructures qui ont été faites. Les universités n'existaient pas. À l'époque, on n'en avait qu'une seule. Un virage qu'il faut amorcer aujourd'hui. À l'époque, on avait une seule université. Aujourd'hui, on en a au moins une bonne vingtaine. On avait 8 lycées. Il y a à peu près 200-300 lycées. Mais ça, c'est le contenant. Il faut maintenant mettre le contenu. Le contenu. Alors, oui, Lalgim. Les réformes ont été entreprises, beaucoup. Mais la loi d'orientation, la loi 016 de 2006, adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée, est venue tuer l'école tchadienne. Parce que désormais, il n'y a pas de redoublement. Vous voyez? Il n'y a pas le certificat d'études primaires. Directement, on a dit, bon, le cycle moyen, c'est le BEF. Il faut tout droit faire le diplôme de brevet d'enseignement fondamental. Je voudrais qu'on parle quand même de social, parce que certains qui font des commentaires sur les réseaux sociaux disent, les plus anciens disent, à l'époque, on nous soignait, on nous donnait des médicaments à l'école, on avait le vaccin. Aujourd'hui, on n'a plus accès aux soins. Les choses ont reculé. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu durs lorsqu'ils disent ça? Ils sont quand même un peu durs. Il faut reconnaître qu'il y a aussi la gratuité de soins. Il y a, je crois, il y a encore quelques années où certains soins sont gratuits à l'hôpital. Surtout que le Tchad, dans ce domaine-là, était un peu avant-gardiste. Il y a eu quand même des investissements. On a eu quand même beaucoup d'infrastructures en termes de construction de centres de santé par rapport au passé. Ça, il faut le reconnaître. Même quand on parle d'écoles, on a beaucoup construit des écoles en termes d'infrastructures. Mais maintenant, il faut investir sur l'homme. Il faut former davantage. Ce qui fait la fierté du Tchad. Quand j'ai regardé la télévision il y a encore 48 heures, j'ai vu qu'il y a plus une dizaine d'étudiants tchadiens qui ont fini leur doctorat au Cuba et qui vont rentrer dans bientôt pour renforcer le corps médical. Ça, c'est positif, il faut le dire. Et ça, je crois qu'il y a eu un investissement dans ce sens-là. On pourrait le faire également pour l'éducation nationale. Quand on voit qu'en 2020 encore, on parle des maîtres communautaires, ce qui est inadmissible. Et il faut le dire, on ne doit pas parler des maîtres communautaires. On doit former des enseignants de qualité pour que l'école tchadienne se relève. Et elle existe, il y a des choses qui avancent, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème du Tchad. Tout à l'heure, vous parliez, parce qu'on parle de social, de la condition de la femme qui est meilleure. C'est aussi l'une des choses acquises pendant ces 60 dernières années, mais elles sont quelques-unes à se dire, oui, c'est plus de façade qu'autre chose, que les femmes continuent de souffrir, notamment dans les campagnes, que ça c'est pour les villes. Non, je ne crois pas que je crois pas avoir dit meilleur. Vous avez dit quand même du moins, il y a un certain nombre. Il y a des avocats aujourd'hui, il y a des médecins. En termes de chiffres, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes instruites, éduquées. La condition de la femme, je dirais, oui, ça s'est un peu amélioré. Tout simplement parce qu'il y a certaines femmes qui ont choisi de dire non à un certain nombre de choses, relativement, par exemple, à nos coutumes ou bien à certains statuts de la femme qui ne les favorisaient pas. Oui, un certain nombre, mais combien de pourcentage? Seuls quelques rares qui sont allés à l'école. Même quand vous voyez même ces femmes qui sont allées à l'école, certaines, quand elles quittent le travail ou bien l'école et rentrent chez elles, elles mettent la tenue de la femme traditionnelle qui accepte de subir tout ce que sa mère ou sa grand-mère a toujours subi. Donc je crois qu'on peut dire que sur le plan des textes de loi adoptés par la République du Tchad, oui, la condition de la femme s'est améliorée. On nous a octroyé même, je crois, 30% dans les fonctions nominatives, électorales et autres. Bon, ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il qu'on veut nous donner l'impression que, voilà, on est en train d'améliorer la condition de la femme. C'est juste une impression? Oui, c'est juste une impression, à mon avis. Parce que, véritablement, on revient à la même question. Former la femme, former la personne. Former la personne pour qu'elle soit consciente qu'elle est un être humain à part entière et qu'elle n'a pas besoin d'un texte de loi pour lui faire comprendre qu'elle a des droits et des devoirs au même titre que l'homme. Donc je crois que si on arrive à changer cette mentalité-là, on n'aura même pas besoin de textes. On va juste éduquer, on va juste former. Est-ce que ce n'est pas d'abord l'affaire des Tchadiens les uns et les autres? Est-ce qu'on a besoin d'aller au Parlement, d'aller à l'Assemblée pour faire des textes pour que le Tchadien ou la Tchadienne, le Tchadien considère sa sœur comme
une personne à part entière. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? On est moulé dans une sorte de culture qui est une chose et le vivre dans la réalité est une autre. Moi, j'ai des filles. Et lorsque la question de l'excision s'est posée, naturellement, j'ai pris le camp de mes filles. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, en termes de mariage, j'appartiens à une communauté très possessive où les amours ne sont pas souvent pris en compte. On organise tout, quoi. On organise tout. Et je sais que comme toute chose, les choses commencent à venir. En 1960-70, on n'avait pas une seule femme qui écrit. Aujourd'hui, nous avons des écrivains, des journalistes, Des avocates. Des avocates. Des Et médecins. ce qui est bien, c'est que les femmes se défendent bec et ongle aujourd'hui. Elles sont aidées en cela par la superstructure. Le président met un point d'honneur à aider les femmes. Ça, quand même, il faut le reconnaître parce qu'il y a une maison de la femme. Il y a plein de femmes qui ont assumé des grandes manifestations. Et la dernière en date, c'est que nous avons même une femme secrétaire générale des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique.